suis Anne de Bréjas, je suis une des porte-paroles de la Fédération syndicale Sud Énergie. Et à titre professionnel, je travaille au centre de recherche d'EDF en tant qu'ingénieur-chercheur sur des questions de prospective énergétique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots comment fonctionne ce système électrique ? Oui, c'est important de comprendre que le système électrique, c'est une mécanique en fait vraiment très complexe, de haute précision, ce qui n'est pas forcément intuitif, parce qu'il faut garantir à chaque instant l'équilibre parfait entre toute la production et toute la consommation sur l'ensemble du territoire, sur l'ensemble du réseau, donc la France, mais même en incluant les interconnexions aux pays frontaliers. Et pourquoi ça? Parce que l'électricité est une onde et que si la consommation est trop forte ou pas assez forte par rapport à la production, il y a un déséquilibre qui se crée et on sort des plages de fréquences et de tensions réglementaires et là on peut aller en quelques minutes vers un blackout, c'est-à-dire que tout est dans le noir. Pour maintenir cet équilibre, c'est d'autant plus compliqué que l'électricité ne se stocke pas ou très difficilement, de manière limitée. Alors elle peut se stocker un peu sous forme d'eau dans les barrages hydrauliques et puis sous forme de batterie, mais ça reste assez marginal. Et puis c'est difficile de prévoir la consommation et la production d'électricité. Parce que ça dépend en grande partie d'un ensemble de facteurs d'incertitude, d'aléas, dont la température, enfin dont les conditions climatiques. Quand il fait plus froid, le chauffage augmente et donc la consommation augmente de manière très sensible. 1 degré suffit à augmenter vraiment sensiblement la consommation. Et puis la production elle-même, qui est de plus en plus à base d'énergie éolienne et solaire, dépend aussi de la météo. Et puis il peut y avoir d'autres aléas comme une panne sur un groupe. Donc on est en univers incertain, en plus il y a un ensemble de contraintes physiques à respecter pour les différentes unités de production, vraiment très très complexes, il y a des temps de démarrage, des temps d'arrêt, des puissances minimum, etc. Sur la partie hydraulique c'est encore plus compliqué que ça, il faut réserver une partie de l'eau pour d'autres usages, etc. Donc pour maintenir cet équilibre, il faut le faire à coût minimum, de manière à ce que le coût total du système soit moindre pour que la facture soit moins importante. Et ça met en œuvre des programmes mathématiques très pointus. On est déjà obligé de faire des simplifications tellement c'est compliqué. Et si on introduit d'autres acteurs dans le système, si on sépare la partie réseau de la partie production, ça rajoute une couche de complexité et on peut prouver mathématiquement que ça dégrade les résultats. C'est-à-dire que les programmes, ces programmes d'optimisation qui servent à dire à chaque heure quelle centrale on démarre et à quel niveau, ce qu'on appelle les programmes d'appel, sont moins bons et donc ça coûte plus et donc ça se retrouve dans la facture. Non seulement ça coûte plus, mais en plus c'est plus fragile, bien sûr, et c'est de plus en plus compliqué. Donc c'est un système qui est par nature intégré, c'est-à-dire que c'est mieux si un seul acteur gère le tout. S'ajoute à ça le fait que c'est ce qu'on appelle un système très capitalistique, c'est-à-dire avec des investissements très lourds qu'il faut rentabiliser sur le très long terme, et pour ça on a besoin d'abord d'avoir des acteurs d'une taille suffisante pour effectuer ces investissements, et puis aussi d'avoir de la visibilité sur le long terme pour savoir comment pouvoir avoir un retour sur investissement. Donc tout ça pour dire que ça ne se prête pas, même d'un point de vue théorique, au marché, et que le système électrique, de par ses lois physiques, fait qu'il vaut mieux que ça soit géré par un acteur unique. Quelles sont les grandes évolutions de ce système électrique ? Alors en fait, historiquement, c'était plutôt un système concurrentiel. Avant-guerre, il y avait tout un tas de producteurs qui avaient chacun des moyens de production, et puis même le réseau était détenu par différents acteurs. Et le résultat n'était pas très bon, loin de là. Il y avait des pannes sans arrêt, il y avait des zones qui étaient mal desservies, voire pas desservies. Et donc après-guerre, il y a eu tout un mouvement de reconstruction sous l'impulsion du général de Gaulle, et on a décidé de nationaliser tout le secteur électrique, justement pour pouvoir unifier le tout, réaliser des économies d'échelle et investir dans des moyens sur le très long terme. C'est comme ça que s'est développé le réseau sur tout le territoire et c'est comme ça que se sont développés des grands programmes de production. Et donc on est arrivé à une situation qui était tout à fait correcte, avec une qualité de fourniture très, très bonne, c'est-à-dire qu'il y avait très peu tout le monde était desservi en électricité et il y avait très peu de coupures, avec des prix qui étaient parmi les plus bas, même le plus bas d'Europe de l'Ouest, et puis EDF qui était l'entreprise préférée des Français. Donc plutôt un bilan très positif. Bon, après il y avait des critiques à faire sur la partie, peut-être le côté un peu transparent des décisions prises par EDF, il y en a qui ont critiqué aussi le programme nucléaire, mais dans l'ensemble, c'était un système qui fonctionnait bien. Malgré ce bilan positif,
alors que c'était demandé par personne, il y a eu une décision d'ouvrir ce marché à la concurrence. Alors en fait, c'est venu dans une vague de libéralisation d'un peu tous les secteurs de l'économie, dès le début des années 80, avec les années Thatcher et Reagan aux États-Unis, qui s'est concrétisé par une directive européenne en 1996, qui a imposé l'ouverture à la concurrence du secteur électrique. Donc l'Europe est vraiment fer de lance sur cette question d'ouverture à la concurrence des services publics, et ça a même été constitutionnalisé, mis dans le traité constitutionnel européen, la notion de marché d'électricité, donc le traité constitutionnel de 2005, qui a été rejeté par la population, mais accepté tout de même. Qui dit mise en concurrence dit introduction de nouveaux fournisseurs. Donc c'était des fournisseurs qui pouvaient alimenter des clients, donc il y avait un portefeuille de clients. La plupart n'avaient pas ou très peu de moyens de production, donc on a mis en place un marché pour leur permettre de s'alimenter. Alors ce marché était en fait alimenté par les producteurs, donc essentiellement EDF, et les fournisseurs achetaient sur ce marché, c'est toujours le cas, et revendaient à leurs clients. Et par ailleurs, on a séparé la partie réseau qui, elle, restait en situation de monopole, de la partie production qui, elle, était mise en concurrence. Donc EDF gardait la partie production et puis fourniture de ses clients, et les réseaux étaient filialisés avec le réseau de transport qui est devenu RTE et le réseau de distribution qui est devenu Enedis. Et puis en parallèle, il y a eu un changement de statut d'EDF, dit autrement une privatisation partielle d'EDF. EDF était avant une entreprise de droit public qui avait pour mission de répondre à une mission de service public et non pas de faire des bénéfices. C'était même interdit dans ses statuts de faire des bénéfices, tout devait être réinvesti. Et là, l'entreprise s'est transformée en société anonyme avec ouverture à des capitaux privés. Alors, pour EDF, c'est resté pour l'instant majoritairement public, l'État a encore 84% des parts. Pour l'autre partie, donc à l'époque c'était EDF-GDF, donc on a séparé EDF-GDF, donc pour la partie GDF, qui maintenant s'appelle Engie, elle est très majoritairement à capitaux privés. Et cette transformation-là s'est accompagnée d'un changement réellement d'objectif de l'entreprise. Moi, je travaille au centre de recherche, on nous dit tous les jours qu'on n'est plus là pour répondre à des missions de service public, on est là pour créer de la valeur pour l'entreprise. Et nous, ça nous semble être une dérive assez dramatique, parce que dans le même temps, quand on demande, mais alors qui fait la recherche pour le service public de l'énergie maintenant, nos directeurs de la recherche nous répondent « je ne sais pas ». Apparemment, c'est plus fait à beaucoup d'endroits. Quel bilan peut-on tirer de cette libéralisation, de cette ouverture des marchés qui a été faite jusqu'à aujourd'hui? Oui, c'est vrai que c'est bien de tirer un bilan parce qu'on a du mal à l'obtenir de manière officielle, mais parce que le bilan est assez clair de notre point de vue. C'est un bilan totalement négatif. Alors d'abord sur le prix, c'est pas forcément la partie la plus grave, mais en tout cas c'était l'objectif de la mise en concurrence de faire baisser les prix. Et là, de manière indiscutable, les prix ont monté de manière très sensible. Ensuite, sur l'équité dans tout le territoire et entre les différents clients, ça n'est plus respecté non plus. Enfin, pour l'instant, il y a encore ce qu'on appelle une péréquation tarifaire, donc une égalité sur le territoire, mais c'est sûr que si les tarifs disparaissent, eh ben, chacun pourra faire son prix à sa sauce et sûrement les plus fragiles paieront plus que les plus grands clients. Sur la qualité de service, elle s'est dégradée également. Il y a beaucoup moins de services de proximité. Toutes les agences de proximité ont fermé. Donc on n'a plus que des plateformes téléphoniques face à nous. Les clients maintenant sont confrontés à des interlocuteurs multiples qui peuvent se renvoyer la balle, puisque Enedis, donc ceux qui gèrent le réseau de distribution qui viennent chez les clients, n'est plus le fournisseur d'électricité. Donc par exemple, en cas de coupure, celui qui décide, c'est le fournisseur, et celui qui va effectivement couper, c'est un salarié d'Enedis. Donc ça veut dire que si on veut avoir des arrangements un peu plus humains, c'est de moins en moins facile. C'est ce que nous rapportent les collègues qui sont en charge de ces coupures. Et d'ailleurs, il y a eu une alerte là, tout récemment du médiateur de l'énergie qui dit les coupures pour impayés se multiplient, les personnes sont mal informées des mécanismes qu'il peut y avoir, des aides qu'il peut y avoir. En gros, les fournisseurs ne font pas leur travail. Et EDF le fait encore un petit peu mieux que les fournisseurs alternatifs là-dessus. Il y a des démarchages abusif. Là aussi, ça a été relevé par le médiateur de l'énergie, avec même des procès qui ont été perdus par certains opérateurs, mais je pense que tout le monde connaît un peu des personnes autour de lui qui a été confronté à ça, des démarcheurs qui viennent vendre pour tel ou tel fournisseur, qui viennent demander aux gens de changer de contrat en racontant soit qu'ils sont d'EDF, soit qu'ils sont liés à Enedis, soit qu'il y a eu un changement de compteur Linky et que donc c'est la démarche normale de changer de fournisseur, soit même qu'ils font signer les gens dans leur dos sans qu'ils sachent.
Donc là, c'est aussi, on voit à quoi ça amène. Et puis, sur le volet transition énergétique, développement des énergies renouvelables, d'abord, c'est un mécanisme qui est relativement hors marché, puisque ce sont des prix, en fait, ce sont des tarifs d'achat, donc des prix garantis pour les producteurs. Les producteurs sont sûrs de vendre leur énergie à un prix fixé par l'État. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est que ça se développe lentement, de manière très coûteuse. Là, ça a été relevé par la Cour des comptes, par la Commission de régulation de l'énergie. Il y a eu des surcoûts et il n'y a pas de développement de filière française. Enfin, il y a tout un tas de problèmes qu'on développe dans un autre clip et qui sont là aussi au passif du bilan de l'ouverture des marchés. Et dans tout ça, quel est l'état de la concurrence ? Alors finalement, quand on regarde l'état de la concurrence, si on regarde les grosses activités historiques d'EDF, il y avait essentiellement la production et la gestion des réseaux. Sur la gestion des réseaux, ça n'a pas bougé, on est toujours en situation de monopole. Sur la partie production, ça a assez peu bougé en fait. Le nucléaire appartient toujours à EDF et ça, heureusement, personne ne pense à essayer de le mettre en concurrence. C'est heureux, d'ailleurs je pense que les concurrents n'en voudraient pas parce que c'est des investissements très lourds. Sur l'hydraulique, il y a à peu près un tiers qui a été passé au privé. La CNR, la Compagnie nationale du Rhône, a été donnée pour l'euro symbolique au privé et maintenant appartient à Engie. Et aujourd'hui, il y a une grosse menace sur cette hydraulique, c'est-à-dire la Commission européenne pousse la France à ouvrir la gestion de ces barrages. Donc là, on a tout un dossier qui explique quels sont les enjeux de cette ouverture à la concurrence, qui serait un vrai problème pour ce service public de l'eau. Sur les groupes thermiques ou fossiles, c'est-à-dire les centrales à gaz et à charbon, enfin maintenant essentiellement à gaz, là il y en a une petite partie qui appartient à la concurrence, mais en général c'est des centrales existantes qui ont été rachetées, donc il n'y a pas eu vraiment de changement de fonctionnement. Et là où la concurrence apparaît vraiment, c'est dans les centrales éoliennes et solaires, où là c'est plutôt des fournisseurs alternatifs. Un nombre énorme d'entreprises qui s'est créé, qui s'est détruite. Enfin, c'est des métiers très précaires avec des difficultés à garder la compétence et à se développer sur le long terme, avec des filières qui ne restent pas en France, avec beaucoup d'achats dans les pays asiatiques. Et on ne fait pas ce qu'il faut pour développer la filière dans son ensemble, avec des problèmes de qualité, etc. Donc sur cette partie production, voilà où on en est. Mais enfin, au total, EDF a encore 85% de la production, donc il n'y a quand même pas beaucoup de concurrence. La concurrence s'est mise dans une activité qui finalement n'existait pas vraiment avant, qui est l'activité de fourniture. Donc avant, EDF produisait, transportait et distribuait son électricité et puis facturait à ses clients. Mais aujourd'hui, on a créé ces fournisseurs, là maintenant il y en a à peu près une quarantaine. La plupart ne produisent pas, ne touchent pas au réseau non plus, donc se contentent d'acheter leur énergie à EDF essentiellement sur le marché de gros et de la revendre en faisant au passage du démarchage, toute une activité commerciale qui coûte et qui n'est pas forcément avec beaucoup de plus-value, enfin je dirais même que c'est plutôt une activité parasite. Et avec des intermédiaires qui se sont rajoutés, donc toute la gestion du marché, et puis une activité de responsable d'équilibre. Alors là on a 150 responsables d'équilibre qui s'occupent d'agréger les offres, enfin voilà, toute une activité factice qui s'est créée autour de ça. Donc voilà essentiellement en fait aujourd'hui où est la concurrence. Et sur cette partie fourniture, là, EDF a perdu à peu près 30% des parts de marché. Pour la plupart sur des très grands industriels qui sont évidemment les clients les plus rentables. Alors est-ce que vous pourriez nous parler un peu plus du projet Hercule ? Oui, alors le projet Hercule, c'est un projet qui a été demandé par Emmanuel Macron au président d'EDF, Jean-Bernard Lévy, qui devait être initialement remis, de faire des propositions en fin d'année, ça a été reporté apparemment à l'année prochaine. Mais le principe, ça consiste à aller un peu plus loin en fait dans le marché et à privatiser tout ce qui est privatisable. Qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on isole la partie non privatisable qui est le nucléaire, qui demandent des investissements trop lourds, des risques financiers trop lourds, donc ça va être supporté par le public. Donc on va peut-être ajouter là-dedans la partie hydraulique, ça c'est encore en balance, et peut-être la partie thermique, donc ça on en fait un pôle national. Alors au passage c'est quand même un aveu d'échec du marché, on considère que sur la production le marché ne fonctionne pas. Et de l'autre côté, on va mettre toutes les autres activités d'EDF, c'est-à-dire les énergies renouvelables, les services, qui sont gérés aujourd'hui déjà par une filiale qui est Dalkia, et puis surtout la commercialisation. Donc ça veut dire que les commerciaux d'EDF, ils vont se retrouver au même rang que les autres fournisseurs.